En 2025, pour la première fois de l'histoire, BYD a dépassé Tesla dans les ventes mondiales de voitures purement électriques. 2 256 714 unités contre environ 1,64 million pour Tesla. Un écart de plus de 600 000 véhicules. Je suis cette course depuis mon premier véhicule électrique, et c'est le moment que j'attendais. Mais dans ces mêmes chiffres se cache une bizarrerie. Près de 40% des BYD vendus en Europe sont des hybrides rechargeables. Et au Brésil, les hybrides devancent déjà les électriques, 56% contre 44%. Pour un marché, cela ressemble à une trahison de l'électrique. Pour un autre, c'est le seul moyen de percer sur un continent qui ne compte que 600 bornes de recharge pour tout un pays. Pour un troisième, c'est un moyen de contourner une taxe qui, sinon, ajouterait un tiers au prix de la voiture. Alors, une seule stratégie cohérente de transition énergétique ou trois histoires différentes sous une même bannière Mission Verte. D'ici la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi l'hybride chez BYD n'est pas un pas en arrière, mais précisément ce qui rend la victoire de l'électrique inévitable. Avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire, là, tout de suite, avant même de connaître la suite. Pour vous, c'est du génie stratégique ou une trahison de l'idée électrique? On comparera vos réponses avec la conclusion à la fin. Et si cette question vous titille déjà, laissez un petit like, ça m'aide vraiment à faire vivre la chaîne. Remontons en 2008. Cette année-là, le fondateur de BYD, Wang Chuanfu, annonce publiquement un objectif qui sonne alors comme de la science-fiction pour un fabricant de batteries de téléphone portable. Faire de BYD le plus grand constructeur de véhicules électriques au monde d'ici 2025. À l'époque, presque personne ne prend cette promesse au sérieux. BYD n'est encore qu'un acteur régional chinois parmi d'autres. 17 ans plus tard, les chiffres tombent, et ils tombent pile à la date annoncée. BYD dépasse effectivement Tesla en 2025. Mais la façon dont cette promesse s'est réalisée n'a rien d'une ligne droite, et c'est exactement ce qui rend cette histoire aussi étrange que fascinante. Regardez la vitesse de cette montée en Europe, parce qu'elle donne le vertige. En 2020, les BEV chinois représentaient 3,5% du marché européen des électriques. Mi-2024, cette part grimpe à 27,2% de toutes les voitures purement électriques vendues sur le continent. En juillet 2025, BYD dépasse pour la première fois Tesla en immatriculation mensuelle en Europe, avec une hausse de 225% sur un an. En octobre 2025, BYD vend près de 3 fois plus de voitures que Tesla sur ce même marché. Et pourtant, sur ce terrain où l'électrique explose, l'hybride rechargeable reste presque 40% du volume BYD. Ce n'est pas un détail marginal, c'est un choix massif, assumé et pour l'instant inexpliqué. À l'échelle mondiale, les exportations de véhicules électrifiés de BYD dépassent pour la première fois le million d'unités en 2025. 1,05 million, en hausse de 40% sur un an. Mais dans ce million, la proportion d'hybrides varie violemment selon la géographie. Au Brésil, plus d'une voiture électrifiée BYD sur 2 vendue en 2025 est un PEV. En Afrique du Sud, la part de marché de BYD sur les véhicules électriques bondit de 4% à 35% en 2 ans seulement. Un chiffre spectaculaire qui, lui aussi, cache une composition produit très différente de celle qu'on trouve en Allemagne ou en France. Alors, comment une seule et même entreprise, portée par une seule promesse lancée en 2008, peut-elle vendre des voitures aussi différentes sur 3 continents différents? On pourrait y voir un renoncement, l'aveu discret que l'électrique pure ne tient pas la route partout. Ou on pourrait y voir exactement le contraire, la seule stratégie assez souple pour vraiment gagner, marché par marché, plutôt que de perdre partout au nom d'une pureté idéologique. Pour l'instant, je vous laisse avec cette tension, parce que la réponse commence exactement là où on l'attend le moins. Voici ce qui m'a vraiment scotché quand j'ai creusé les chiffres européens de BYD. L'entreprise vend 2 fois plus de voitures que Tesla sur le vieux continent en octobre 2025. Mais presque une voiture sur 2 qu'elle y écoule n'est même pas électrique. Pas au sens strict. Ce sont des hybrides rechargeables, des PEV.
Et non, ce n'est pas un hasard de calendrier ni un caprice marketing. C'est une réponse chirurgicale à une décision politique prise à Bruxelles le 30 octobre 2024. Une décision qui, à première vue, aurait dû plutôt freiner BYD. Reprenons depuis le début, parce que le mécanisme mérite d'être compris précisément. La Commission européenne a constaté que la part des BEV chinois sur le marché de l'UE était passée de 3,5% en 2020 à 27,2% de tous les BEV vendus au deuxième trimestre 2024. Une progression jugée déloyale, alimentée selon Bruxelles par des subventions massives côté chinois. La réponse a été des droits compensatoires, une base de 10% commune à tous, plus une surtaxe individuelle calculée constructeur par constructeur. Et c'est là que ça devient intéressant pour BYD. Sa surtaxe est de 17%, quand SAIC, elle, écope de 35,3%. Un écart de plus de 18 points entre deux marques chinoises sur le même marché, à cause d'audits de coopération différents avec l'enquête européenne. Mais voici le détail que très peu de gens ont remarqué au moment des faits. Ces droits compensatoires ne visent que les BEV, les voitures 100% électriques. Un PHEV, avec son moteur thermique embarqué, n'entre techniquement pas dans le champ de la mesure. Il ne paie que le droit de douane standard européen, 10%, point final. Concrètement, pour BYD, vendre un SIL U hybride rechargeable plutôt qu'un équivalent tout électrique revient mécaniquement moins cher à l'entrée du marché. Ce n'est pas de l'écologie qui décide, c'est un tableau Excel de douanier. Et le marché a réagi presque instantanément. Entre janvier et février 2025, les livraisons de PHEV chinois vers l'UE ont bondi de 892% pour atteindre 25 900 unités en 2 mois. 900%. Je vous laisse imaginer la réunion chez les constructeurs européens quand ce chiffre est tombé sur le bureau des analystes. Ce n'est pas une tendance de fond qui s'installe doucement. C'est un basculement stratégique décidé en salle de conseil, exécuté en quelques semaines, parce que la fenêtre économique était trop nette pour être ignorée. Le symbole de cette bascule, c'est la SIL U, vendue en Chine sous le nom Song plus DMI. En septembre 2025, elle est devenue la voiture PHEV la plus vendue d'Europe sur l'année, dépassant carrément la Volkswagen Tiguan hybride rechargeable, référence historique du segment. Une marque chinoise qui vend physiquement en Europe depuis à peine quelques années, en train de doubler l'un des piliers du catalogue Volkswagen sur son propre terrain. Si on m'avait dit ça il y a 5 ans, j'aurais franchement ri. Alors attention, ne vous méprenez pas sur ce que je viens de raconter, et c'est important pour la suite. BYD n'a pas renoncé à l'électrique pure en Europe, loin de là. Les PHEV représentent environ 40% de ses ventes sur la région sur les 9 premiers mois de 2025. Ça veut dire que les BEV restent majoritaires, autour de 60%. Le tout électrique demeure le cœur du réacteur BYD en Europe. Le PHEV n'est pas un remplacement, c'est une surcouche tactique, un outil ajouté pour grignoter des parts de marché là où la fiscalité crée une brèche. Et selon moi, cette lucidité tarifaire, cette capacité à lire une réglementation et à y répondre en quelques semaines plutôt qu'en plusieurs années, en dit long sur pourquoi cette entreprise avance plus vite que ses concurrents occidentaux. Mais voilà où ça devient vraiment intriguant. En Europe, on vient de le voir, le choix hybride est une affaire de douane, de pourcentage, de stratégie fiscale pure. Aucune barrière physique, aucun réseau électrique défaillant, juste des chiffres sur un formulaire de dédouanement. Alors quand on regarde l'Afrique, où BYD est passé de 4% à 35% de part de marché EV en seulement 2 ans, la question se pose différent. Est-ce que là-bas aussi, c'est une histoire d'argent et de taxes, ou est-ce qu'on touche à quelque chose de bien plus fondamental, quelque chose qu'aucune politique tarifaire ne peut résoudre? Il y a un chiffre qui, moi, m'a scié en deux quand je suis tombé dessus. La part de BYD sur le marché africain des véhicules électriques est passée de 4% à 35% en 2 ans à peine. Pas en 10 ans, pas en une génération de produits, en 24 mois.
Selon BNE IntelliNews, c'est l'une des progressions les plus rapides jamais enregistrées sur un marché automobile émergent. Et ce qui rend cette histoire encore plus intéressante, c'est que ça n'a pas commencé par un calcul cynique de « vendons de l'hybride aux pauvres ». En 2023, quand BYD débarque en Afrique du Sud, elle n'arrive qu'avec des modèles 100% électriques. Aucun hybride au catalogue. C'est un détail qu'on oublie facilement, mais il change toute la lecture de la stratégie. Ce n'est pas un plan initial de gamme dégradée pour marché pauvre, c'est une évolution qui se construit au contact du terrain. Les hybrides, le pick-up Shark, le SUV Sea Lion 6, puis l'Atto 8 7 places, lancé en avril 2026 avec la technologie DM de 5e génération, arrivent après, en réponse à ce que le marché renvoie à l'entreprise. Et ce que le marché renvoie, c'est brutal. L'Afrique du Sud compte environ 600 bornes de recharge publique sur tout le territoire, concentrées essentiellement dans 3 provinces, le Gauteng, le Cap Occidental, le KwaZulu-Natal. Comparez ça à la taille du pays, à ses distances. Mais le vrai problème, ce n'est même pas la rareté des bornes, c'est qu'elles ne sont pas fiables. Les coupures programmées d'Eskom, le fameux load shedding, mettent régulièrement hors service les stations qui n'ont pas d'alimentation de secours. Vous rechargez votre voiture et l'infrastructure elle-même vous lâche. Face à ça, BYD ne fait pas machine arrière sur l'électrique. Elle construit en parallèle. La marque prévoit 200 à 300 bornes de recharge rapide en Afrique du Sud d'ici fin 2026 et un réseau de concessionnaires qui doit passer de 35 points au premier trimestre 2026 à 60-70 points d'ici la fin de l'année. C'est ce que j'appelle une stratégie à 2 jambes. On vend du BEV là où ça tient debout, on vend du PHEV là où le réseau électrique n'est pas encore prêt à porter le rêve tout électrique. Et pendant ce temps-là, on construit littéralement l'infrastructure qui manque. Et voilà le fait qui, pour moi, résume tout. La seule présence officielle de Tesla sur le continent africain, c'est un magasin ouvert à Casablanca, au Maroc, le 6 février 2026. Un point de vente, un seul. Pendant que BYD déploie des centaines de bornes et des dizaines de concessions à travers l'Afrique du Sud, Tesla n'a même pas encore posé une boutique dans le pays qui compte le marché EV le plus mature du continent. Ce n'est pas un jugement moral, c'est juste une photo du rapport de vitesse entre les deux entreprises sur ce terrain précis. Cette histoire continue de s'écrire, et franchement, je pense qu'elle va encore réserver des surprises. C'est exactement le genre de tournant que je veux suivre en direct. Alors abonnez-vous si vous voulez être là quand la suite tombe. Ce qui me frappe, c'est que BYD est en train de faire le travail qu'on attendrait d'un opérateur d'énergie nationale, pas d'un simple constructeur automobile. Combler un vide d'infrastructure avant même que la demande explose vraiment, c'est audacieux. C'est aussi coûteux et rapide à ce point, une expansion pareille laisse rarement tout le monde indemne le long de la chaîne. Parce qu'une croissance aussi verticale, ça se finance quelque part, et ça se construit avec quelqu'un. En Afrique, l'histoire s'arrête à des bornes de recharge et des concessions qui poussent. Mais il y a un autre continent où BYD applique exactement la même recette. Hybride dominant, expansion agressive, usine locale. Et là, la même vitesse de croissance a un visage humain. Un visage qu'on n'a pas encore montré. Au Brésil, l'électrique ne gagne pas le match. Les hybrides rechargeables, les PHEV, représentent 56% des ventes de véhicules électrifiés en 2025. Contre 44% pour le tout électrique. Ce n'est pas un accident de marché, c'est une réponse à une pression fiscale précise. Et franchement, ce chiffre m'a arrêté net, parce qu'il montre à quel point BYD lit chaque marché comme une équation différente, sans jamais imposer la même solution partout. Cette logique n'est pas née hier. Dès mars 2022, BYD lance en Colombie ses premiers modèles DMI, la Kin Plus et la Song Plus. La première marque chinoise a installé de vrais volumes d'hybrides en Amérique latine. Puis, en mai 2024, le pick-up Shark débarque au Mexique, pensé spécifiquement pour des zones où l'accès au réseau électrique reste instable. Vous voyez le fil, ce n'est pas du marketing, c'est une réponse à une réalité d'infrastructure que je trouve, personnellement, plus honnête que bien des discours verts occidentaux. Et puis, il y a le Brésil, où le gouvernement rebâtit ses barrières douanières marche par marche. Depuis janvier 2024, les droits d'importation sur les véhicules électriques grimpent. 10%,
puis 18% en juillet 2024, 25% en juillet 2025 et 35% prévus pour juillet 2026. Pour les PHEV, la même trajectoire, 12, 20, 28 jusqu'à 35%. Même les hybrides classiques, les HEV, montent à 30% dès juillet 2025. Avant la dernière hausse, BYD a même expédié d'un coup 7300 véhicules au Brésil, une manière de devancer la fiscalité avant qu'elle ne referme la fenêtre. La réponse de BYD, c'est d'arrêter d'importer et de construire sur place. L'usine de Camaçari, dans l'état de Bahia, doit doubler sa capacité, de 150 000 à 300 000 unités par an. L'objectif affiché, passer d'environ 113 000 véhicules vendus en 2025 à 250 000 en 2026. C'est plus du double en un an, et ça vous dit une chose simple, quand la porte se ferme, BYD ne recule pas, elle construit une porte à elle, à l'intérieur du mur. Mais cette vitesse a un prix, et il faut le regarder en face. En décembre 2024, des inspecteurs brésiliens libèrent 163 ouvriers chinois du chantier de l'usine de Camaçari. Ils travaillaient pour un sous-traitant, le groupe Jinjiang. Les conditions décrites sont sévères. Pas de matelas, un seul sanitaire pour 31 hommes, des contrats jugés illégaux, des situations assimilées à du travail proche de l'esclavage moderne. Ce n'est pas un détail qu'on peut balayer pour raconter une belle histoire de croissance. Les suites judiciaires ont continué de s'accumuler. En mai 2025, les procureurs brésiliens déposent une plainte contre BYD, contre China Xinjiang Construction Brasil et contre Tecmonta, réclamant 257 millions de reais, environ 50 millions de dollars. Puis, en avril 2026, le ministère du Travail brésilien inscrit BYD sur son registre des employeurs liés à des conditions de travail assimilées à l'esclavage. Une inscription qui restreint l'accès à certains crédits bancaires et qui pèse, forcément, sur la réputation de la marque dans son plus gros marché à l'étranger. Je tiens à être précis ici, parce que la nuance compte. Ce scandale concerne un sous-traitant sur un chantier de construction à un moment donné. Ce n'est pas l'usine en fonctionnement, ce n'est pas la chaîne de production, et ce n'est pas la voiture que vous achèteriez chez un concessionnaire. Le sous-traitant a d'ailleurs publiquement nié les accusations dès décembre 2024. Mais la distinction juridique n'efface pas la question de fond. Jusqu'où une entreprise est-elle responsable de ce que font ses partenaires pour aller plus vite ? Et c'est précisément cette vitesse qui m'interroge. Une entreprise qui double une usine, qui expédie des cargaisons entières pour devancer une taxe, qui encaisse des poursuites à 50 millions de dollars sans ralentir son calendrier, ça ne se comporte pas comme une entreprise confortable. Ça se comporte comme une entreprise qui court après quelque chose ou qui fuit quelque chose. Et si BYD accepte de payer en réputation et en procès pour gagner du temps sur des marchés extérieurs, la vraie question devient: que se passe-t-il chez elle, en Chine, là où tout cet argent est censé être généré ? Voici un chiffre qui casse complètement l'histoire que je viens de vous raconter jusqu'ici. En 2025, malgré tous ces records de vente, malgré l'Europe conquise, malgré l'Afrique qui explose et le Brésil qui suit, BYD a vu son bénéfice net chuter de 19% sur un an. 32,62 milliards de yuan, soit environ 4,72 milliards de dollars, loin des 35,65 milliards attendus par les analystes. C'est la première baisse annuelle du bénéfice de l'entreprise depuis 2021. Le géant qui écrase Tesla sur les volumes perd de l'argent en proportion. Et ça, personnellement, ça m'a forcé à revoir toute la lecture que j'avais de cette expansion mondiale. La marge brute raconte la même histoire, en pire. Au deuxième trimestre 2025, elle est tombée à 16,3%, son plus bas niveau depuis le troisième trimestre 2022. La cause n'est pas mystérieuse. Une guerre des prix féroce en Chine, où BYD elle-même a tiré ses tarifs vers le bas pour défendre ses parts de marché face à une concurrence locale toujours plus dense. Vendre plus ne veut plus dire gagner plus. C'est le paradoxe classique d'un marché saturé, et BYD est en plein dedans, chez elle, sur son propre terrain. Et ce terrain devient de moins en moins accueillant côté soutien public.
Entre 2018 et 2022, BYD a touché 3,4 milliards d'euros de subventions directes en Chine, avec un pic de 2,1 milliards rien qu'en 2022, année où l'entreprise a reçu des aides pour 1,4 million de véhicules, plus que n'importe quel autre constructeur du pays. Fin 2022, Pékin a supprimé la subvention directe à l'achat. Aujourd'hui, il reste une exonération de taxes d'achat jusqu'à 30 000 yuan économisés par véhicule, mais elle sera réduite de moitié dès 2026-2027, avec des critères techniques plus stricts qui menacent déjà certaines versions de la Qin Plus et de la Qin L. Le filet de sécurité domestique se resserre année après année. Voilà pourquoi, à mon avis, cette expansion à l'étranger n'a rien d'un choix idéologique. C'est une nécessité économique. En 2025, les exportations de véhicules électrifiés de BYD ont pour la première fois dépassé le million d'unités, 1,05 million exactement, en hausse de 40% sur un an. L'objectif officiel de l'entreprise, porté notamment par Stella Li à la tête de l'international, est clair: atteindre 50% des ventes hors de Chine d'ici 2030. Quand la maison brûle un peu à l'intérieur, on court chercher de l'air ailleurs, vite, et sur tous les fronts à la fois. En Europe, ce front est politiquement fracturé d'une façon que je trouve fascinante. En juillet 2024, l'Allemagne a voté contre l'instauration des droits compensateurs sur les véhicules électriques chinois. Elle a perdu. Le 30 octobre 2024, les droits sont entrés en vigueur malgré son opposition. 17% de surtaxe pour BYD, jusqu'à 35,3% pour SAIC. L'Union a tranché contre son propre poids lourd industriel. Un vote démocratique, un résultat qui ne satisfait pas tout le monde, et une frontière tarifaire posée quand même. Mais le vrai twist, celui qui à mon sens révèle tout, c'est ce qui s'est passé ensuite chez les constructeurs allemands eux-mêmes. Le patron de Mercedes-Benz, Ola Källenius, a publiquement plaidé pour une solution négociée plutôt que des droits de douane. BMW a qualifié ces mesures de « signal fatal » pour l'industrie automobile européenne. Volkswagen a parlé d'approche erronée. Et en janvier 2025, Mercedes-Benz est allé jusqu'à rejoindre le recours judiciaire déposé par Geely contre ces mêmes droits censés les protéger de la concurrence chinoise. Alors je vous pose vraiment la question, parce qu'elle mérite votre avis en commentaire. Des constructeurs européens qui défendent en justice les intérêts de leurs propres rivaux chinois, vous trouvez ça de la lucidité économique ou une forme de trahison silencieuse envers leurs propres usines et leurs propres emplois? Parce que la logique derrière ce paradoxe est en réalité assez simple, une fois qu'on l'a comprise. Mercedes, BMW et Volkswagen vendent en Chine des volumes considérables, opèrent des coentreprises locales, dépendent de chaînes d'approvisionnement chinoises pour leurs propres batteries. Une guerre commerciale frontale menace de représailles chinoises sur leurs propres ventes là-bas, bien plus lourdes que ce que ces droits leur rapportent en protection sur leur marché domestique. Ils ne défendent pas BYD par sympathie. Ils défendent leur propre accès au plus grand marché automobile du monde. Ironiquement, ce sont les rivaux directs de Tesla en Europe qui se retrouvent, de fait, du côté du plus grand rival mondial de Tesla. Et c'est là que la situation devient franchement étrange. L'Allemagne perd son vote, les droits passent quand même. Les constructeurs allemands perdent la bataille de la protection tarifaire et pourtant plaident contre leur propre gouvernement au tribunal. BYD encaisse une surtaxe, mais continue de tripler ses ventes en Europe. Personne, dans cette histoire, ne sort en perdant tout, et personne ne gagne clairement non plus. Alors si aucun camp ne l'emporte franchement dans cette cacophonie politique et judiciaire, il reste une question simple, et elle va nous mener directement à la suite. Qui, au bout du compte, tire vraiment profit de tout ce désordre? Je reviens à la question que je me suis posée en découvrant ce dossier. Comment une seule entreprise peut-elle vendre 3 voitures aussi différentes sur 3 continents et malgré ça, finir par dépasser Tesla en électrique pure en 2025 avec 2 256 714 BEV vendus contre environ 1,64 million pour Tesla? La réponse tient en un mot que je trouve presque contre-intuitif. Le compromis. BY n'a pas gagné en imposant une seule vision de la voiture propre au monde entier. Elle a gagné en écoutant, marché par marché, ce que chaque région pouvait réellement absorber. Et en adaptant son produit à cette réalité,
plutôt qu'à une idéologie. Reprenons l'Europe, parce que c'est là que le mécanisme est le plus limpide. Les droits anti-subvention de l'UE, en vigueur depuis le 30 octobre 2024, frappent les BEV chinois avec une surtaxe individuelle, 17% pour BYD contre 35,3% pour SAIC. Mais ces droits ne s'appliquent pas aux hybrides rechargeables. Résultat, les importations de PEV chinois vers l'UE ont bondi de 892% entre janvier et février 2025. Et le SIL-U de BYD est devenu, en septembre 2025, le PEV le plus vendu d'Europe, devant le Volkswagen Tiguan. Le PEV pèse 40% des ventes européennes de BYD. Ce n'est pas un recul écologique, c'est une réponse tarifaire précise à une barrière précise. En Afrique, le problème n'est pas douanier, il est physique. BYD est arrivé en Afrique du Sud en 2023 uniquement avec des BEV. Et ce n'est que plus tard qu'elle a ajouté des hybrides comme le pick-up Shark ou le SUV Scion 6, puis l'Atto 8-7 places en avril 2026. Pourquoi ce virage ? Parce que le pays ne compte qu'environ 600 bornes publiques, concentrées dans 3 provinces, et que les coupures d'électricité programmées d'Escom mettent régulièrement ces bornes hors service, sans alimentation de secours. Dans ce contexte, un moteur thermique d'appoint n'est pas un renoncement, c'est une assurance vie pour l'autonomie. Et la stratégie fonctionne. La part de marché de BYD dans l'électrique africain est passée de 4% à 35% en 2 ans, pendant que Tesla n'a ouvert son tout premier point de vente africain qu'en février 2026, au Maroc. Au Brésil, c'est une troisième logique, économique celle-ci, qui domine. Les droits de douane brésiliens sur les EV et PEV grimpent par paliers depuis janvier 2024, jusqu'à 35% prévus en juillet 2026. Résultat direct sur le terrain, en 2025, les hybrides rechargeables représentent 56% des ventes électrifiées au Brésil, contre 44% pour le tout électrique. Et BYD ne se contente pas de vendre plus de PHEV, elle investit. L'usine de Camaçari doit doubler sa capacité, de 150 000 à 300 000 unités par an, précisément pour absorber cette hausse tarifaire avant qu'elle ne morde davantage. Je veux être honnête avec vous, parce que ce récit aurait pu tourner à l'apologie sans nuance. Il reste de vrais défauts. Le premier, c'est le prix. La Seagull se vend environ 56 800 yuan en Chine, soit à peine plus de 7 800 $, alors que sa version européenne, la Dolphin Surf, démarre entre 19 990 et 30 990 € selon les marchés. Un écart de 2,6 à 3,5 fois. Le second, c'est que l'infrastructure de recharge reste inégale d'un continent à l'autre, et qu'aucune stratégie produit, aussi habile soit-elle, ne remplace des bornes qui n'existent pas encore. BYD contourne ces obstacles, elle ne les fait pas disparaître. Et puis il y a cette phrase que je gardais pour la fin. En 2008, Wang Chuanfu, le fondateur de BYD, a annoncé publiquement que son entreprise deviendrait le plus grand producteur de véhicules électriques au monde d'ici 2025. À l'époque, pour un fabricant de batteries de téléphone, cette promesse ressemblait à une provocation. Or, elle s'est réalisée, presque à l'année près, entre 2025 et 2026. Mais elle ne s'est pas réalisée par pureté idéologique, ni par fidélité absolue à une seule technologie. Elle s'est réalisée parce que BYD a accepté de vendre 3 voitures différentes à 3 réalités différentes, quitte à ce que la moitié de ses ventes européennes ou la majorité de ses ventes brésiliennes ne soient même pas du tout électriques. La plus grande promesse de l'histoire récente de l'automobile n'a pas été tenue par la rigueur, mais par la négociation. Pour vous, ce que ça change concrètement, c'est ceci. Le choix entre hybride et électrique pur n'est plus un test de vertu écologique. C'est une question d'infrastructure locale, de fiscalité, de budget. Si votre réseau électrique est fiable et vos trajets courts, le tout électrique reste, à mon avis, le choix le plus cohérent sur la durée. Si vous vivez dans une zone où les coupures sont fréquentes ou les bornes rares, un hybride rechargeable n'est pas une trahison de la transition. C'est un pont raisonnable vers elle, exactement comme BYD l'a compris avant vous, en Afrique et en Amérique latine. Pour l'industrie,
La trajectoire me paraît claire, et c'est pour ça que je pense que ce dossier mérite votre attention dans les mois qui viennent. BYD vise 50% de ses ventes à l'international d'ici 2030, porté par Stella Li à la tête de son expansion mondiale. Dans un contexte où sa marge domestique s'érode, le bénéfice net a chuté de 19% en 2025 à cause de la guerre des prix en Chine. Cette pression intérieure rend l'expansion extérieure non pas optionnelle, mais vitale. Et pendant ce temps, en Europe, des constructeurs comme Mercedes-Benz, qui a rejoint le recours judiciaire contre les droits de douane, défendent objectivement leurs concurrents chinois, parce que ça sert aussi leurs propres intérêts commerciaux. Alors oui, à mon avis, ce mouvement mérite qu'on le surveille de près, et la voiture électrique, hybride ou pure, mérite qu'on s'y intéresse sérieusement dès maintenant. Parce que ce que vous gagnez à suivre cette bascule, c'est une longueur d'avance sur un marché qui ne va cesser de se recomposer entre ces trois logiques régionales. Dites-moi en commentaire si vous, personnellement, choisiriez l'hybride comme pont raisonnable ou si vous attendriez le modèle électrique pur, quitte à le payer bien plus cher. Likez cette vidéo si le sujet vous a marqué et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines actualités sur les voitures.